Chers amis, merci beaucoup de votre présence. Nous avons traité de sujets fort variés jusqu'à présent. La première leçon était assez aérienne, comme je l'ai dit la fois passée. Nous sommes redescendus sur Terre, peut-être un peu trop d'ailleurs la fois dernière, avec un examen très technique des réglementations intéressant la supervision financière à l'échelle européenne, à l'échelle internationale et à l'échelle belge. Et comme je l'avais annoncé au cours de la première leçon, la troisième sera plus classique. Et je m'excuse d'avance auprès des non-juristes qui me font l'amitié d'être présents ce soir, puisque nous allons traiter de matières sans cesse revisitées, la responsabilité des administrateurs. Je vais diviser mon exposé en deux parties. Nous verrons si nous avons le temps de traiter de la deuxième, qui à mon avis est la plus palpitante. Mais enfin, commençons par la première, bien entendu, puisque nous sommes dans une faculté de droit, restons dans l'ordre. Responsabilité des dirigeants d'entreprise, c'est d'abord peut-être un rappel général du régime légal pour savoir véritablement dans quel cadre nous nous situons. Il y a le Code des sociétés, bien entendu, j'y viendrai dans un instant, mais il y a depuis le Code des sociétés de 2000 un certain nombre de législations, de lois diverses qui sont venues se greffer sur le Code des sociétés, qui l'ont complété en quelque sorte. La fameuse loi Corporate Governance du 2 août 2002, qui a instauré en droit belge et comité de direction les conflits intragroupes et qui a légalisé la possibilité pour une société d'être administratrice d'une autre société. Une autre loi de 2002 concernant la possibilité pour un créancier individuellement d'introduire une action en comblement de passif sur la base de ce fameux article 530 du Code des sociétés. Une loi programme du 20 juillet 2006 qui a quant à elle introduit un nouveau cas particulier de responsabilité des administrateurs en cas de violation de la législation en matière de sécurité sociale. La fameuse loi de 2010 sur les droits des actionnaires dont j'ai parlé au cours de la première leçon, que j'ai évoquée très brièvement, qui est effectivement une des lois postérieures à la crise qui maintient cette perspective tracée par l'école de Chicago dont je vous ai décrit la philosophie. Et il faut y ajouter un peu de droit financier, les dispositions de la loi sur les offres publiques et de la loi sur les OPA qui concernent la responsabilité en matière de prospectus. Voilà pour ce qui concerne les ajouts au Code des sociétés. Pour ce qui concerne le Code des sociétés lui-même, je rappelle simplement, avant d'élaborer un tout petit peu sur un certain nombre de controverses, que le système est bâti sur un certain nombre de distinctions. Il y a d'abord la fameuse responsabilité pour faute de gestion à l'égard de la société, assimilation des administrateurs à des mandataires, fort contestable, comme je vous l'ai dit au cours de la première leçon, mais enfin qui subsiste dans le texte de la loi en tout cas. La responsabilité particulière à l'égard de la société et des tiers, notamment les tiers créanciers, dans le cas spécifique d'une violation des statuts ou du Code des sociétés. Une responsabilité un peu paradoxale en matière de conflit d'intérêts, puisque les administrateurs vont être responsables, même s'ils ont respecté le régime propre au conflit d'intérêts, la procédure particulière en matière de conflit d'intérêts, notamment les règles d'abstention dans les sociétés cotées, eh bien, les administrateurs sont quand même responsables si il est démontré que la société subit un préjudice abusif au profit d'un ou de plusieurs administrateurs qui profitent ainsi de l'opération. La fameuse action en comblement de passif en cas de faillite de la société, les juristes connaissent, et pour les autres, il serait sans doute un peu fastidieux que je répète l'ensemble des conditions. Des responsabilités particulières en matière d'augmentation de capital, et puis les fameux articles 1382 et 1383 du Code civil, dont je vous ai rappelé la fois dernière que de Molombe, au XIXe siècle, indiquait qu'ils étaient l'expression de la grande loi de la sociabilité humaine, et on va donc se poser la question de savoir si la société elle-même ou des tiers pourraient, en dehors des conditions particulières, des dispositions que je viens d'évoquer, mettre en cause la responsabilité des administrateurs sur la base de cette disposition générale pour manquement à une norme générale de bon comportement, de bon administrateur, moyennement prudent et diligent, normalement attentif aux intérêts d'autrui et en particulier aux intérêts des créanciers. Au titre de ce rappel de l'aperçu général du régime légal de la responsabilité des administrateurs, j'ajouterai deux éléments qui tiennent compte de certaines des évolutions récentes dont je parlais tout à l'heure. D'abord, le principe de la responsabilité collégiale. Les administrateurs sont responsables tous de la même façon à l'égard de la société ou à l'égard des tiers. C'est le principe. Ils n'ont d'ailleurs de pouvoir qu'en collège. Ils n'ont pas, en tant qu'administrateurs, de pouvoirs individuels.
mais on sait que la législation contemporaine diversifie le statut d'administrateur en distinguant les indépendants des autres, les exécutifs des non-exécutifs, ces distinctions qui ne figuraient pas dans le Code des sociétés, dans la loi sur les sociétés avant 2000, maintenant y figurent. Et donc la question va se poser de savoir si le juge tiendra compte de cette différence de situation, puisque, bien entendu, l'administrateur non exécutif ne se trouve pas dans la même position au titre de l'information dont il dispose qu'un administrateur exécutif. On va retrouver la problématique de l'asymétrie d'information à l'intérieur du conseil d'administration. Et puis il y a une question nouvelle qui résulte de l'instauration de comités du conseil dont je vous ai parlé au cours de la première leçon, le comité de rémunération, le comité d'audit, le comité des nominations, surtout le comité d'audit d'ailleurs. Est-ce que les membres de ces comités sont susceptibles d'engager leurs responsabilités pour des négligences qu'ils commettraient dans l'exercice de leur mission en tant que membre d'un comité d'audit? C'est discuté et c'est discutable. Il y a deux thèses et les juristes, à ma connaissance, ne sont pas parvenus à ce jour à se départager. Il y a une première thèse classique qui consiste à dire que les comités d'audit et les comités de rémunération ou de nomination sont des comités consultatifs, qui ne prennent donc pas de décision, sauf dans des hypothèses particulières, le comité d'audit tout spécialement, et que donc c'est le conseil qui, sur avis du comité, endosse éventuellement la proposition du comité et qui en assume la responsabilité, qui prend la décision sur la base de la proposition qui lui est faite par le comité. Donc il n'y aurait pas de responsabilité des membres du comité, il y aurait en quelque sorte pour nous juristes une interruption du lien de causalité au moment où le conseil d'administration endosse la proposition par hypothèse fautive du comité d'audit. D'autres sont plus nuancés et ils évoquent l'idée d'une possible faute commune ou de faute concurrente qui pourrait être reprochée aux membres du comité d'audit, administrateurs par ailleurs, et aux autres membres du conseil d'administration, dans la mesure où la décision prise par le conseil dans le système légal ne peut être prise que sur proposition du comité. Et donc il y a une association en quelque sorte impérative du comité au processus de décision, même si la décision finale est prise par le conseil d'administration. Ceci pour les administrateurs. Et puis nous avons évidemment le délégué à la gestion journalière qui peut aussi engager sa responsabilité pour ses fautes de gestion journalière, avec ce qu'il faut avoir à l'esprit ici, la définition très restrictive que donne la Cour de cassation de la notion de gestion journalière, puisque suivant la Cour de cassation, j'ai reproduit le texte sur le slide, les actes de la gestion journalière sont ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration. C'est donc fort peu de choses. C'est l'achat des bics et des crayons, et même si c'est urgent, il faut encore que ce soit de peu d'importance. Et donc en particulier, par exemple, l'introduction d'un recours au Conseil d'État, ou plus généralement l'introduction d'une action en justice ne sera pas considérée comme relevant de la gestion journalière dans la conception que s'en fait la Cour de cassation. Et j'imagine que les praticiens qui sont dans la salle tombent de leur chaise parce que, évidemment, dans la pratique, on donne à la notion de gestion journalière une conception, une acception bien plus large, même si ça ne va pas toujours jusqu'à recouvrir les fonctions de CEO qui n'existent pas en tant que telles dans l'organigramme légal, sauf au titre de la réglementation particulière en matière de rémunération. Et donc, faute de gestion, manquement aux lois coordonnées, enfin au code de société ou au statut, action en complément de passif, et bien entendu, la même question se posera s'agissant des articles 1382 ou 1383 du Code civil, donc du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle. Même chose pour les membres du comité de direction, et j'y ai ajouté la personne responsable du prospectus au sens de la loi de 2006 ou de 2007, loi sur les offres publiques ou loi sur les OPA, sachant que dans le système du droit financier, l'auteur du prospectus doit désigner la personne qui en sera responsable à l'égard des tiers et qui n'est pas interdit, et que dans la pratique c'est d'ailleurs le plus souvent le cas, c'est l'émetteur lui-même, donc la société elle-même qui est désignée comme personne responsable du prospectus, ce qui permet d'une certaine façon d'établir un écran entre l'organe d'administration de la société émettrice et le public qui se plaindrait d'une déficience dans l'information qui lui est communiquée.
Et puis, toujours au titre de l'aperçu général du régime légal, il y a un certain nombre d'autres règles qui sont elles aussi évidemment très importantes au niveau du lien de causalité en particulier. Il est des cas où le lien de causalité entre la faute et le dommage dont on prétend réclamer réparation est présumé, c'est l'hypothèse de la perte de la moitié ou plus ou des 3/4 du capital social. Il y a d'autre part une consécration de l'idée, je le disais tout à l'heure, que la société peut être administratrice d'une autre société, et il y a évidemment toujours reproduite dans le Code des sociétés l'expression de l'idée que l'organe, que le conseil d'administration ou que les autres organes dont je viens de parler n'encourent aucune responsabilité contractuelle pour les actes juridiques qu'ils accomplissent au nom et pour compte de la société en leur qualité. Avec, au titre de cet aperçu général encore, un certain nombre de controverses, particulièrement une controverse sur le statut de ces dirigeants. Dans la conception classique, on considère qu'ils sont organes. Je ne vais pas entrer dans de longues digressions sur la notion d'organe d'une personne morale, ce serait beaucoup trop long, mais enfin, vous savez qu'il s'y trouve attaché un certain nombre de conséquences particulières inhérentes au fait que l'organe est censé s'identifier à la personne morale, avec pour conséquence notamment que les fautes qu'il commet sont directement imputables à la personne morale. D'autres prétendent qu'ils sont aussi mandataires, et la loi elle-même considère qu'ils sont aussi mandataires pour les besoins en particulier de l'action en responsabilité de la société à l'égard des administrateurs. On parle d'ailleurs d'action mandati, quand la société, à travers l'Assemblée générale, décide d'intenter une action en responsabilité contre les administrateurs. Mais la qualité de mandataire est controversée, discutée, discutable d'ailleurs. Je vous l'ai dit dans des termes assez tranchants au cours de la première leçon, où j'ai tenté de déconstruire cette assimilation des administrateurs à des mandataires. Je ne suis pas le seul à le faire. Pierre de Meslag, dans une contribution sur les sociétés sans personnalité, a relevé effectivement que, curieux mandataire, que ces personnes qui sont aussi en charge de décisions dans l'ordre interne, qui n'impliquent aucun pouvoir de représentation, alors qu'un mandataire, en principe, ne fait que représenter son mandant, et l'observation vaut évidemment pour les organes des personnes morales. Et puis il y a une nouvelle thèse qui a été défendue avec beaucoup de brio il y a 2-3 ans à la VUB par Jeroen Delvoye, qui veut régler la controverse autrement et qui prétend quant à lui qu'en définitive la notion d'organe est une notion théorique trop abstraite, construite de toutes pièces pour les besoins de la cause, et qu'il serait possible, en revenant au bon vieux droit civil, d'expliquer le statut des administrateurs et des autres organes au titre d'une conception extensive de la notion de préposé au sens de l'article 1384 alinéa 3 du Code civil. C'est une thèse évidemment extrêmement originelle, donc très intéressante à lire, donc discutée parce que discutable, mais enfin elle est là, elle a le mérite d'exister et on ne peut pas prédire quel sort lui sera réservé par la jurisprudence. Ce qui est intéressant d'observer sur le plan des idées générales que j'ai tenté d'esquisser au cours de la première leçon, c'est que finalement, les conceptions civilistes qui assimilent l'organe à un mandataire ou à un préposé rejoignent en quelque sorte, sur le plan juridique, les fondements de l'école de Chicago. Mandataire de qui, préposé de qui? Eh bien, des actionnaires via l'Assemblée générale de la société, pas des autres stakeholders. Et donc le droit civil, en quelque sorte, le bon vieux droit civil, le droit civil du XIXe siècle, rejoint juridiquement les prémices de l'école de Chicago dont je vous ai parlé au cours de la première leçon. Les grandes options du régime légal, elles sont au nombre de 4 à mes yeux pour aller à l'essentiel. La première, c'est qu'en principe, les administrateurs ou les autres dirigeants dont je viens de parler ne sont responsables qu'à l'égard de la société en tant que personne morale. C'est elle qui est, comment dirais-je, titulaire des droits subjectifs dont la violation peut justifier la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs, et elle le fera par une décision de son Assemblée générale. Ce n'est donc que par exception, en quelque sorte, dans le système légal,
ce qui est en contradiction avec une logique de stakeholdership que j'ai évoquée au cours de la première leçon. Mais dans le système légal tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il existe aujourd'hui, ce n'est que par exception que les tiers, et on pense en particulier au titre des stakeholders, les créanciers, parfois les salariés, mais surtout les créanciers, c'est donc qu'à titre exceptionnel que les tiers peuvent mettre en cause la responsabilité des administrateurs. Et il y a quelques exemples spécifiques qui sont sur le slide. Violation de la loi ou des statuts, je le disais tout à l'heure, violation des règles en matière de conflit d'intérêts, ou respect des règles et, comment dirais-je, accomplissement d'un acte qui cause néanmoins un préjudice abusif à la société, ou encore l'action en comblement de passif. Deuxième option, elle concerne la position de l'actionnaire envisagée individuellement. La question est donc de savoir que peut faire seul un actionnaire. Est-ce qu'il peut agir en responsabilité contre un administrateur ou un autre dirigeant? Réponse non. L'action en responsabilité est réservée à l'Assemblée générale. C'est le système légal. Il y a une exception, et une seule dans le système légal actuel, c'est l'action sociale minoritaire, une espèce de derivative action au sens du droit anglo-américain, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient réunies, un pourcentage de droits de vote ou une quote-part de capital, 1% des droits de vote ou 1 250 000 € de capital. Dans ce cas-là, un actionnaire ou plusieurs actionnaires qui réunissent ensemble, qui atteignent ensemble ces quotas, peuvent agir en responsabilité contre les administrateurs, mais ce n'est pas une action individuelle directe, c'est une derivative action. Ça veut dire que c'est une action sociale, ils agissent pour le compte de la société et le bénéfice de l'action, si l'action est couronnée de succès, profite à la société et donc à l'ensemble des actionnaires. Pas d'action sociale individuelle en dehors de ces conditions, si on n'atteint pas les quotas, et bien entendu, pas d'action individuelle directe en réparation d'un préjudice personnel que l'on subirait par ricochet du préjudice subi par la société. Si la faute d'un administrateur a eu pour conséquence, je le dis dans des termes extrêmement larges, d'appauvrir la société, d'affecter son patrimoine d'une manière ou d'une autre, il en résulte par ricochet inévitablement un dommage pour l'actionnaire qui voit la valeur de son titre diminuer, particulièrement si c'est une société cotée. Eh bien, ce dommage-là, ce dommage par ricochet, n'est pas réparable individuellement dans le système légal à nouveau. L'actionnaire n'a pas d'action directe à titre individuel contre les administrateurs de la société. Et c'est une question qui, vous le devinez, a suscité beaucoup de débats à l'époque contemporaine, puisque un des aspects de l'activisme des actionnaires minoritaires dans les sociétés cotées, dont je parlais lundi, concerne effectivement l'introduction d'actions en responsabilité contre les administrateurs pour défaut d'information ou pour accomplissement d'un acte qui a appauvri la société. Alors, allégation d'une faute, songeons à l'affaire Fortis. Ce qu'on est en train de plaider devant le tribunal de commerce de Bruxelles, ce n'est rien d'autre que ça. Des actionnaires minoritaires de Fortis estiment que le conseil d'administration de Fortis a pris une mauvaise décision le jour où il a décidé de vendre l'activité bancaire à BNP Paribas. Fortis s'est appauvri, selon eux, et donc les actionnaires minoritaires se sont également appauvris par ricochet, et donc ils intentent une action en responsabilité, en l'occurrence contre la société et contre l'État belge dont ils prétendent qu'il a agi en tant qu'administrateur de fait. Mais si on applique les principes, c'est une action qui ne peut pas prospérer, puisque cette action individuelle n'existe pas dans le système légal. Et c'est si vrai, même si ça a été discuté, que la Cour de cassation, qui normalement fixe la jurisprudence, l'a confirmé dans un arrêt très récent du 23 février 2012. Alors, il y a une doctrine dissidente de John Kirkpatrick, en 1964 déjà, prétendait le contraire, mais il n'a pas été suivi. Il y a une thèse de Dominique Desmarais qui a été défendue à la KUL il y a quelques années qui nuance un peu le propos, considérant que le dommage par ricochet n'est pas réparable, que l'actionnaire individuellement n'a pas d'action en vue d'une réparation de son dommage par ricochet, sauf si il est acquis à un moment donné que la société ne pourra pas obtenir réparation. Par exemple, parce qu'elle a renoncé définitivement à agir contre ses administrateurs. Dans cette hypothèse particulière, on reconnaîtra qu'elle se présentera assez rarement en pratique, les actionnaires retrouveraient un droit individuel d'action contre les administrateurs, mais ce n'est qu'une thèse, et c'est une thèse qui, on doit bien le constater,
en tout cas c'est l'interprétation que je donne à cet arrêt, n'a pas été prise en considération par la Cour de cassation au terme de cet arrêt du 23 février 2012. Évidemment, cette thèse classique, confirmée au plus haut niveau par la Cour de cassation, elle ne fait pas l'affaire des actionnaires minoritaires. Le dommage d'actionnaire n'est pratiquement jamais réparable. Il n'est pas réparable quand il consiste dans un appauvrissement du patrimoine social, il n'est pas réparable pour d'autres raisons, cette fois, quand il s'agit d'une violation d'un devoir d'information. Il y a en fait deux dommages individuels d'actionnaires qui sont envisageables. Dommage par ricochet, dont je parlais il y a un instant, et puis il y en a un autre. J'ai acquis des titres alors qu'une information qui aurait dû être divulguée au marché ne l'avait pas été, ou je me suis abstenu de vendre, ou j'ai vendu alors qu'une information aurait dû être diffusée dans le marché et ne l'a pas été. Est-ce que, et puis le cours s'effondre, est-ce que je peux obtenir réparation de cette perte de valeur boursière? Eh bien, en droit belge, pratiquement pas. Pratiquement pas, parce qu'il faut démontrer un lien de causalité. Il faut démontrer que si on avait reçu l'information, on aurait effectivement fait autre chose ou on se serait abstenu d'eux. Et ça, c'est une reconstitution de l'histoire qui est impossible. Et donc, dans la jurisprudence belge, française, également, ce dommage d'actionnaire ne peut être réparé que sous la forme de la perte d'une chance. Et la perte d'une chance, c'est 5 € pour vous acheter un paquet de cigarettes. Je ne connais pas le prix des cigarettes aujourd'hui, mais c'est rien, la perte d'une chance. Donc le dommage d'actionnaire à titre individuel n'est pratiquement jamais réparable dans le système légal au titre de la deuxième option dont je viens de vous parler. Alors quelle est la situation des autres stakeholders dont j'ai beaucoup parlé au cours de la première leçon, notamment les créanciers et les salariés? Pour autant qu'ils puissent prétendre à la lésion d'un droit ou d'un intérêt individuel, lésion effective au sens du droit de la responsabilité, ils peuvent agir en responsabilité contre les administrateurs comme tout tiers quelconque, évidemment, en cas de violation de la loi des statuts. Lorsque la société a subi un dommage abusif en cas de conflit d'intérêts et qu'elle se trouve, par hypothèse, dans l'incapacité d'honorer sa dette à l'égard d'un créancier ou d'un salarié, théoriquement, ils peuvent agir en responsabilité sur la base de l'article 529. Ils le peuvent évidemment aussi, en cas de faillite de la société, sur la base de l'article 530, s'il est démontré une faute grave et caractérisée dans le chef des administrateurs. Et puis, on va retrouver la question, est-ce qu'ils peuvent agir sur la base de 1382 ou 1383 du Code civil au titre d'une faute aquilienne générale, d'un manquement général au devoir de prudence, notamment dans le cas de la poursuite abusive d'activités déficitaires. Nous allons voir tout à l'heure que c'est extrêmement discuté et discutable. Mais qu'en tout cas, dans le système applicable aujourd'hui, les stakeholders, les créanciers, les salariés, mais je vais parler plus particulièrement des créanciers parce que c'est à eux qu'on pense en particulier lorsqu'on évoque les actions en responsabilité, n'ont pas de derivative action, ils ne peuvent pas agir contre les administrateurs parce qu'ils auraient méconnu l'intérêt social ou parce que la société se serait appauvrie en raison d'une faute des administrateurs et que la société ne mettrait pas en cause l'action en responsabilité. Et évidemment, ils n'ont pas non plus d'action directe en responsabilité pour simple méconnaissance par les administrateurs de l'intérêt social. Alors, si, par ailleurs, l'action des administrateurs leur a causé un préjudice individuel, ils pourront éventuellement agir sur la base de l'article 528 si la faute consiste dans un manquement au statut ou au code des sociétés, mais dans la situation où ce qu'ils reprochent aux administrateurs est seulement une méconnaissance de l'intérêt social au sens pluriel du terme, il n'y a pas de derivative action et il n'y a pas d'action directe non plus. Ce qui m'a fait dire qu'en définitive, la conception large et plurielle de l'intérêt social, qui implique que les administrateurs aient à l'esprit, lorsqu'ils prennent une décision, non seulement le meilleur service possible de l'intérêt capitalistique et patrimonial de l'actionnaire, mais aussi l'intérêt d'autres parties prenantes, les salariés, les fournisseurs habituels, les donneurs de crédit et les créanciers. Même dans cette conception large de l'intérêt social, la portée pratique de cette conception, c'est que les administrateurs peuvent se défendre à l'égard des actionnaires qui leur reprocheraient d'avoir pris en considération l'intérêt de stakeholders. Les actionnaires ne peuvent pas
reprocher aux administrateurs d'avoir pris en considération ces intérêts tiers, pour autant, bien entendu, que les administrateurs puissent justifier que cette prise en considération profite en définitive, dans une perspective de long terme, aux actionnaires. En d'autres termes, la conception large de l'intérêt pluriel, c'est un moyen de défense des administrateurs à l'encontre d'actions qui seraient introduites à leur encontre par les actionnaires au titre du droit de la responsabilité. Ça ne donne pas aux stakeholders ni un droit dérivé ni un droit direct à agir contre les administrateurs. On peut penser, si on veut faire un peu de théorie du droit, à l'Obligationheit du droit allemand, c'est-à-dire une obligation sans sanction en quelque sorte, qui profite en définitive aux débiteurs de l'obligation et non pas à ceux au bénéfice desquels l'obligation est conçue. Quatrième option, la quatrième option, c'est une option assez évidente, mais qu'il faut quand même rappeler, compte tenu de la spécialisation progressive des causes de responsabilité des administrateurs, c'est que le régime général de la responsabilité civile, tel qu'il découle du Code civil, du droit civil traditionnel, va aussi s'appliquer aux cas spéciaux de responsabilité prévus par le Code des sociétés toutes les fois que celui-ci ne déroge pas. Par exemple, la faute de gestion, qui peut être invoquée dans le cadre d'une action mandati, pour parler le langage traditionnel, suppose que le juge apprécie le comportement de l'administrateur par rapport aux normes générales de bon comportement, mais cette appréciation doit demeurer marginale conformément à la théorie générale de la faute en droit civil. Il y a donc une marge d'erreur admissible, particulièrement en matière économique, le fait que le résultat recherché n'ait pas été atteint, que rétrospectivement la décision s'avère donc erronée, n'implique pas qu'il y ait automatiquement faute dans le chef des administrateurs. La définition du dommage découle aussi du droit commun de la responsabilité, lésion d'un droit ou d'un intérêt légitime. Et bien entendu, s'agissant du lien de causalité, on va appliquer la théorie de l'équivalence des conditions. Il faut donc que celui qui agit en responsabilité prouve que sans la faute qu'il doit en outre établir, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. Et donc il y a un certain nombre de barrières à franchir avant de pouvoir, triompher dans le cadre d'une action en responsabilité en général et d'une action en responsabilité contre les administrateurs en particulier, même si l'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, mais les résultats concrets sont finalement assez minces. Il y a beaucoup d'actions, mais il y a peu de décisions en définitive qui condamnent les administrateurs, en tout cas dans la jurisprudence jusqu'à ce jour. Troisième thème, articulation entre la responsabilité des administrateurs et les nouvelles règles en matière de corporate governance. Je vous ai parlé au cours de la première leçon de ce que depuis l'importation sur le continent européen de la réflexion en matière de corporate governance issue des États-Unis à la fin du siècle dernier, je vous ai dit que l'une des conséquences de cette importation de ces nouvelles réflexions en matière de corporate governance, c'était que des codes de bonne pratique avaient fleuri un peu dans tous les pays. Et dans notre pays en particulier, nous avons un code, nous avons eu un premier code, le code 2004, le code Lippens de 2004, et le deuxième code, le code Dams de 2009. Et ce code de corporate governance, il a un statut particulier, il a un contenu particulier, qu'il faut rappeler pour comprendre la question. Il énonce un certain nombre de principes. Par exemple, la société assure une publication adéquate de sa gouvernance d'entreprise. Le principe est qualifié par des dispositions qui en éclairent la portée, qui en spécifient la portée. Par exemple, la société établit une charte de gouvernance d'entreprise décrivant les aspects principaux de sa gouvernance d'entreprise, y compris au moins les éléments prévus à l'annexe E. Et puis, il y a des lignes de conduite qui sont simplement des conseils qui sont donnés aux administrateurs pour ce qui concerne l'application des dispositions et des principes. Ça, c'est la structure générale, la structure normative particulière du code Dams. Et donc, la question va être de savoir, est-ce qu'une violation du code Dams peut être une source de responsabilité civile de la part des administrateurs, sachant que normalement,
pour qu'il puisse y avoir responsabilité civile, il faut violation d'une obligation légale déterminée. Je distribue un dividende alors que l'actif net ne le permet pas. Ou violation d'une norme non écrite de bon comportement. Le conseil d'administration, à l'aveugle en quelque sorte, sans se poser les bonnes questions, décide de poursuivre des activités déficitaires dont il ne pourrait normalement pas ignorer qu'elles vont creuser les pertes, la société n'ayant aucune chance de survie. Violation d'une norme de bon comportement, de normale attention aux intérêts légitimes d'autrui et des créanciers en particulier. Parce que le code d'Ams peut être une source de... Est-ce que la violation du code d'Ams peut être une source de responsabilité? C'est discutable. C'est discutable, mais il semble quand même que la bonne doctrine, comme nous disons entre juristes, s'accorde sur la ligne de départ suivante. Il y a un principe qui est obligatoire. C'est le principe comply or explain. Le code d'Ams énonce un certain nombre de règles qui ressortissent de ce qu'on appelle le soft law. Et au sommet de ces règles, il y en a une, c'est comply or explain, qui veut dire, eh bien, j'applique les règles, et si je ne les applique pas, j'explique pourquoi je ne les applique pas. Quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles, dans le cas particulier de la société de l'administration de laquelle j'ai la charge, je n'applique pas les règles du code d'Ams. Donc c'est du soft law. Donc je peux expliquer quand je n'applique pas. Donc ça veut dire que si je n'applique pas, je n'encours pas de responsabilité, puisque je peux ne pas appliquer. Je ne commets pas de faute. Maintenant, les choses sont un peu différentes depuis la loi de 2010 qui a désigné, enfin c'est un arrêté royal en exécution de la loi de 2010, peu importe, le code d'Ams a été désigné comme code de référence et dans l'article 96 du Code des sociétés, il est précisé qu'à l'occasion du rapport annuel, le conseil d'administration doit expliquer les raisons pour lesquelles, le cas échéant, des règles exprimées dans le code d'Ams n'auraient pas été respectées. Le comply or explain, qui était autrefois lui aussi une règle de soft law, est donc devenu une règle obligatoire. Et donc il est clair que la violation de comply or explain peut être théoriquement une source de responsabilité. Maintenant, il faudra démontrer un dommage en relation de causalité avec la violation du comply or explain. Il faudra démontrer un dommage en relation de causalité avec le fait qu'on n'a pas expliqué ou qu'on a mal expliqué. C'est donc une responsabilité tout à fait théorique et donc je ne pense pas qu'il y ait grande matière à inquiétude du côté des administrateurs à cet égard. J'en viens alors à une question qui passionne les juristes, qui a donné lieu à des revirements, je ne vais pas dire incessants, mais inhabituellement nombreux dans une période courte de la part de la Cour de cassation concernant l'application éventuelle des articles 1382 ou 1383 du Code civil aux administrateurs ou aux autres dirigeants. Et donc, je crois qu'il y a une majorité de juristes dans la salle, donc ils savent de quoi je parle, mais je reprécise la question pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. L'article 1382 du Code civil, c'est la règle dont il résulte que quiconque est responsable du dommage causé à autrui par sa faute, en dehors de tout contrat, c'est le principe général de la responsabilité extracontractuelle. Et donc la question est, 1. Est-ce que la société pourrait agir contre ses administrateurs sur la base de cette disposition générale, à supposer qu'elle ne le puisse pas sur la base d'une autre disposition légale? 2. Est-ce que des tiers pourraient agir à l'encontre des administrateurs sur la base de ces règles générales, à supposer, ce qui sera, s'agissant des tiers, plus fréquent pour la société, qu'ils ne le puissent pas sur la base d'une autre disposition légale? Est-ce que les tiers peuvent agir en responsabilité civile contre les administrateurs sur la base de l'article 1382 du Code civil pour une faute qui ne ressortit pas à la matière des conflits d'intérêts, qui ne serait pas la violation d'une des statuts ou du Code des sociétés, ou qui ne ressortirait pas au domaine de l'action en comblement de passif en cas de faillite? Est-ce que, pour revenir à mon cas pratique à l'égard duquel, ou à propos duquel la question s'est posée le plus fréquemment dans la doctrine et dans la jurisprudence, un tiers, un créancier, pourrait agir en responsabilité contre les administrateurs en leur reprochant
d'avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire. Eh bien, ça, c'est une question qui est apparemment simple et qui a suscité beaucoup d'hésitation. On va d'abord parler du cumul. Il y a deux manières d'aborder le problème, sous l'angle du cumul ou sous l'angle de la coexistence. Le cumul des responsabilités, c'est la question de savoir si une partie à un contrat peut agir contre une autre partie à ce contrat, non pas sur la base du contrat, mais sur la base de l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire sur la base de la responsabilité extra-contractuelle. Alors, il peut y avoir intérêt pour échapper, par exemple, à une clause d'exonération de responsabilité qui figure dans le contrat, ou parce que l'action contractuelle est affectée d'un délai de prescription plus court que l'action extra-contractuelle, ou encore parce que l'action extra-contractuelle permet à celui qui l'exerce d'obtenir, s'il triomphe, la réparation de l'intégralité de son dommage, en ce compris le dommage indirect, alors que celui qui agit sur la base du contrat ne peut obtenir que la réparation de son dommage contractuel, c'est-à-dire de ce que le débiteur pouvait anticiper comme dommage susceptible de résulter de l'exécution par lui de ses obligations contractuelles. C'est dit de manière un peu compliquée, il n'y a pas, je pense, d'autre manière de le dire, mais ça veut dire en tout cas que au final, l'action contractuelle peut donner lieu à une réparation moindre que l'action extra-contractuelle, et donc on peut se poser la question de savoir si une partie ne pourrait pas avoir de temps à autre intérêt à agir extra-contractuellement contre le débiteur contractuel. Oh, ce n'est pas la question la plus importante en droit des sociétés, enfin elle a été traitée, et aujourd'hui, après un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2006, on peut considérer que l'Assemblée générale pourrait décider de mettre en œuvre une action extra-contractuelle contre les administrateurs, pour autant que la faute soit une faute mixte, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas une pure faute de gestion, qu'on puisse considérer qu'elle est aussi un manquement au devoir général de prudence qui s'impose à chacun, voilà, la poursuite d'une activité déficitaire, peut-être, et que le dommage, nous sommes entre parties, et que le dommage n'est pas purement contractuel, ça veut dire ne se confond pas avec l'avantage que l'on s'attendait à retirer du contrat. Là, ça devient un peu plus compliqué. Je ne vais pas développer, parce que ça a peu d'intérêt dans les relations entre la société et ses administrateurs. Par contre, ça a beaucoup plus d'intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer si un créancier pourrait agir en responsabilité contre les administrateurs sur la base de l'article 1382 du Code civil. Et là, il faut revenir au principe, c'est-à-dire revenir au droit civil. Et il y a, ça nous aide, un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2012, donc assez récent, qui assouplit en quelque sorte les conditions suivant lesquelles un créancier peut agir, un tiers peut agir contre une partie contractante qui a manqué à ses obligations contractuelles sur la base des règles applicables en matière de responsabilité extra-contractuelle. Et la Cour de cassation, dans un attendu extrêmement clair, l'admet: celui qui commet une faute contractuelle engageant ses responsabilités contractuelles à l'égard de son co-contractant peut aussi engager sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard d'un tiers lorsque son manquement à ses obligations contractuelles constitue simultanément et indépendamment du contrat une violation de l'obligation générale de prudence imposante à tous. La coexistence de ces deux responsabilités ne requiert pas que le dommage subi par le tiers soit étranger à l'exécution du contrat que lui, le tiers, a le cas échéant noué avec le débiteur dont il entend mettre en cause la responsabilité. Exemple, pour partir du simple avant d'aller au compliqué. En dehors du droit des sociétés, un entrepreneur dépasse le délai d'exécution des travaux qu'il a convenu avec le maître de l'ouvrage. Faute purement contractuelle. Donc un tiers ne peut jamais mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur pour ce motif. L'entrepreneur, ou l'un de ses préposés, manque aux règles de l'art et il y a mort d'homme. 3 passants dans la rue sont déchiquetés parce qu'un préposé a laissé un chalumeau ouvert avant de quitter les lieux de son travail. C'est une faute contractuelle.
on est obligé de respecter les règles de l'art par rapport à son contractant, par rapport au maître de l'ouvrage. Mais les règles générales de prudence, les règles de l'art en particulier, peuvent être invoquées par tous, indépendamment de tout contrat. Et donc cette faute contractuelle est aussi une faute extracontractuelle. Elle a causé un dommage à un tiers, le tiers peut donc agir en responsabilité contre l'entrepreneur. Je m'excuse de ce rappel élémentaire pour les juristes éminents qui m'écoutent. Eh bien, on va se poser la même question en matière en droit des sociétés. Évidemment, dans un contexte un peu différent. Mais avant d'arriver au droit des sociétés, je dois encore faire une précision concernant le droit commun, concernant le droit civil. Cette précision, elle concerne les agents d'exécution. Qu'est-ce qui se passe lorsque une faute est commise par un sous-débiteur, c'est-à-dire par quelqu'un à qui le débiteur principal a confié l'exécution du contrat dont découle l'obligation inexécutée? L'entrepreneur désigne un sous-traitant pour l'accomplissement de certains travaux. Dans quelles conditions est-ce que le maître de l'ouvrage pourrait mettre en cause la responsabilité du sous-traitant si le sous-traitant commet lui-même un manquement aux obligations découlant du contrat d'entreprise et du contrat de sous-traitance qu'il a noué avec le maître de l'ouvrage? Eh bien là, il y a une jurisprudence étonnante de la Cour de cassation que vous connaissez tous, c'est le fameux arrêt de Larimer qu'on étudie, en première licence de mon temps, qui assimile l'agent d'exécution à une partie. Et donc, il y a un petit schéma qui se trouve sur le slide. A, c'est le maître de l'ouvrage. B, c'est l'entrepreneur. C, c'est le sous-traitant. Le sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur, donc C est assimilé à B. Ça veut dire que A ne peut agir contre C, assimilé à une partie, que dans les conditions du cumul. Il faut qu'il démontre une faute qui n'est pas purement contractuelle. Ça, c'est encore assez facile, dans l'exemple que j'ai pris il y a un instant. Mais il faut aussi qu'il démontre que le dommage dont il prétend avoir été la victime ne se confond pas avec l'avantage qu'il s'attendait à retirer du contrat d'entreprise. Or, si le sous-traitant n'a pas correctement exécuté la mission que l'entrepreneur lui a confiée, par définition, le dommage qui en résulte, c'est une inexécution du contrat d'entreprise principal contenu entre A et B dans le schéma, et donc le dommage se confond normalement avec la privation de l'avantage que le maître de l'ouvrage s'attendait à retirer du contrat. Et donc, dans ce cas-là, le maître de l'ouvrage ne pourra pas agir avec succès contre le sous-traitant. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous parle de contrat d'entreprise depuis 5 minutes alors que je suis censé vous parler d'une responsabilité d'administrateur? Eh bien parce que la Cour de cassation va assimiler dans un de ses arrêts la situation de l'administrateur à un agent d'exécution. Nous allons y venir dans un instant. Alors les arrêts de la Cour de cassation, ils sont au nombre de... Les arrêts de principe, ils sont au nombre de 4. Il y a un premier arrêt de 1989, très simple, qui applique ce que j'appelle la doctrine Van Rijn, et qui se contente de dire que, conformément au droit commun de la responsabilité, un tiers peut agir en responsabilité contre les administrateurs d'une société anonyme, pour autant qu'il démontre que la faute commise par l'administrateur n'est pas une faute purement contractuelle, c'est-à-dire une pure faute de gestion, au regard du mandat qui est censé unir la société et ses administrateurs, pointe à la ligne. C'était simple. C'est l'application de la règle de coexistence des responsabilités dont je viens de vous parler, sans assimilation des administrateurs à des agents d'exécution. Et puis il y a un arrêt du 7 novembre 1997 à l'occasion duquel la Cour se rappelle tout à coup qu'en 1973, elle a rendu un arrêt en matière d'agents d'exécution, à propos des agents d'exécution. 89, on ne s'en est pas soucié. 89, c'est après 73, mais on ne s'en soucie pas. Et puis en 97, tout à coup, on se rappelle qu'on a rendu un arrêt en 73 qui assimile les agents d'exécution à une partie, et on va dire, c'est la même chose, en matière, les administrateurs ont le même statut. Et donc lisons l'attendu, très clair. Lorsqu'une partie contractante agit par un organe, les administrateurs, un préposé ou un agent d'exécution pour l'exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extra-contractuel que si la faute mise à sa charge constitue un manquement non à une obligation contractuelle,
mais à l'obligation générale de prudence, et que si cette faute a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat. Bon, ça veut dire que les tiers peuvent pratiquement plus jamais agir en responsabilité contre les administrateurs, et on a parlé d'une quasi-immunité de responsabilité, du point de vue de la responsabilité au profit des administrateurs, puisqu'il faut prouver une faute purement extra-contractuelle, donc une faute qui n'est en rien une faute de gestion, et qu'il faut en plus prouver un dommage qui ne se confond en rien avec l'avantage qu'on s'attendait à retirer du contrat qu'on avait conclu avec la société. Donc le fournisseur impayé ou le banquier dont le crédit n'est pas remboursé, par définition, ce dont il a le cas échéant à se plaindre, particulièrement dans le cadre d'une action fondée sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire, c'est qu'il n'a pas été payé de ses fournitures ou remboursé du crédit. Donc ça ne peut être que de la privation d'un avantage découlant du contrat qu'il a conclu avec la société. Donc il est impossible de mettre en cause la responsabilité des administrateurs. C'est une quasi-immunité d'exécution, c'est pas encore une immunité totale, et on va arriver au système de l'immunité totale 4 ans plus tard. Arrêt du 16 février 2001, là la Cour de cassation va appliquer ce qu'on appelle la théorie de l'absorption. Et donc elle va considérer que lorsque l'organe d'une société ou un mandataire commet une faute ne constituant pas un délit, c'est-à-dire un délit pénal, au cours de négociations donnant lieu à la conclusion d'un contrat, cette faute engage non pas la responsabilité de l'administrateur ou du mandataire, mais celle de la société ou du mandant. Donc il faut décoder un tout petit peu cet attendu, mais la doctrine unanime l'a interprété comme signifiant que désormais, lorsqu'un organe, lorsqu'un administrateur agit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il ne peut plus jamais être tenu pour responsable des fautes qu'il commet, le cas échéant, à l'occasion de l'exercice de celle-ci à l'égard des tiers. La faute est directement imputable à la société. Il y a une unité entre la personnalité de l'administrateur et celle de la société. On ne peut pas agir deux fois, c'est-à-dire contre la société et contre l'administrateur. Et on va donc réserver l'action on va donc consacrer un système qui implique que l'action ne peut être dirigée que contre la société pour le compte de laquelle l'administrateur agissait ou était censé agir lorsqu'il a commis la faute prétendue. Voilà, immunité totale d'exécution. Ça n'allait pas tellement dans le sens du vent. Et donc, on s'est demandé si c'était vraiment ce qu'elle voulait dire, la Cour de cassation dans cet arrêt. Enfin, elle le dit avec clarté, donc c'est d'ailleurs un peu, comment dirais-je, outrageant que de se poser la question de savoir si la Cour de cassation c'est vraiment ce qu'elle dit dans un arrêt de principe comme celui-là. Et donc, prudemment, les juristes ont dit, bon, c'est sans doute un accident, attendons. Il n'a pas fallu attendre longtemps, puisque 4 ans plus tard, en 2005, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence et elle a changé d'avis. Si la faute commise par l'organe d'une société au cours de négociations préalables à la conclusion d'un contrat engage la responsabilité directe de cette personne morale, cette responsabilité n'exclut pas en règle la responsabilité personnelle de l'organe, mais coexiste avec celle-ci. Voilà. Donc, le tiers peut à nouveau agir, a la possibilité en tout cas d'agir contre la société, mais aussi contre les administrateurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire en règle ? Une formule que la Cour de cassation affectionne. On trouve souvent dans des attendus en règle. J'ai une fois utilisé cette formule dans une lettre que j'ai écrite à un de mes associés français. Il m'a corrigé, on ne dit pas en règle, on dit en règle générale. Enfin, la Cour de cassation de Belgique, elle utilise l'expression en règle très fréquemment. Eh bien, que veut dire en règle ? Là, il y a de nouveau des discussions possibles. Je pense personnellement que en règle veut dire que l'on retourne au système antérieur à 2001, puisqu'on n'en a pas précisé d'autres. Le système de 2001 est rendu caduc, donc la seule chose qui existe encore, c'est l'arrêt immédiatement précédent celui de 2001, c'est-à-dire l'arrêt de 97. Alors moi, je suis tout prêt à retourner l'arrêt de 89, j'en ai défendu la doctrine. Mais je pense qu'il faut être honnête, on retourne à l'arrêt de 1997. Donc il faut prouver que la faute n'est pas une pure faute de gestion, notamment si la faute que l'on reproche aux administrateurs est d'avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire. Je répète que la pure faute de gestion, c'est une faute assimilée à la faute d'un mandataire. Je vous rappelle que dans la doctrine classique, la société a des administrateurs qui sont ses organes, mais pour les besoins de leur responsabilité, on assimile les administrateurs à des mandataires de la société.
Et donc on va faire comme s'il y avait un contrat de mandat entre la société et ses administrateurs. Et comme en droit commun de la responsabilité, un tiers ne peut mettre en cause la responsabilité extracontractuelle d'une partie que si la faute qu'il lui reproche n'est pas purement contractuelle, au regard du contrat conclu avec le créancier, ben c'est la même chose ici, sauf qu'on va parler de pure faute de gestion. Et donc, il faut que la faute ne soit pas une pure faute de gestion, ne soit pas une faute purement contractuelle au regard du mandat qui est censé exister entre la société et ses administrateurs. C'est la croix que j'ai indiquée sur le slide. Et donc, on va devoir se demander si la poursuite d'une activité déficitaire est une pure faute de gestion ou pas. Certains l'ont prétendu à une certaine époque. On a dit, ben oui, c'est une faute à l'égard de la société, puisque c'est le patrimoine de la société qui s'appauvrit du fait de la poursuite de l'activité déficitaire. Oui, mais, a-t-on dit, quand même, on ne vit pas dans un monde isolé, et donc l'administrateur ne peut pas légitimement ignorer que s'il poursuit abusivement une activité déficitaire, il met aussi en péril la capacité de la société de rembourser ses dettes à l'égard de ses créanciers, et donc c'est aussi une faute à l'égard des tiers, ce n'est pas une pure faute de gestion, ce n'est pas une faute purement contractuelle. Mais dans le système de 97, auquel on retourne après l'arrêt de 2005, sautant l'arrêt de 2001, il y a une autre condition. Il y a une autre condition, puisqu'on assimile les organes à des agents d'exécution. Ça veut dire que le tiers créancier de la société ne peut mettre en cause la responsabilité des administrateurs que dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles, pour reprendre mon exemple, le maître de l'ouvrage peut mettre en cause la responsabilité d'un sous-traitant. Et il ne le peut, puisqu'il y a assimilation de l'agent d'exécution et de l'organe à une partie. Il y a ici assimilation de l'administrateur à la société, dont il est en quelque sorte l'agent d'exécution. Le tiers ne pourra donc mettre en cause la responsabilité de l'administrateur que s'il prouve que le dommage qu'il subit est un dommage qui ne se confond pas avec la privation de l'avantage qu'il entendait retirer du contrat conclu avec la société. De la même manière que le maître de l'ouvrage doit prouver que le dommage qu'il subit en raison de la faute d'un sous-traitant ne se confond pas avec la privation de l'avantage qu'il s'attendait à retirer du contrat conclu avec l'entrepreneur. Et donc notre fournisseur, notre banquier, dans le système de 2005, de la même manière que cela se concevait dans le système de 97, ne peut en principe pas mettre en cause la responsabilité des administrateurs. C'est donc un coup dans l'eau. On retourne au système de la quasi-immunité d'exécution des administrateurs sous l'angle des articles 1382 ou 1383 du Code civil. Mais c'est controversé. Je dois à l'honnêteté de dire que c'est controversé et que ce que je suis en train de vous raconter n'est pas unanimement admis par tous les commentateurs. Christian Jassogne, dans son traité sur les sociétés, Paul-Alain Faurier, dans d'autres écrits, conteste la doctrine que je viens de vous énoncer, considérant en particulier que l'administrateur, notamment quand il se rend coupable d'un acte assimilable à la poursuite abusive d'une activité déficitaire, n'agit pas purement et simplement dans la sphère contractuelle. Et que donc on se trouverait en dehors des conditions d'application de la jurisprudence propre aux agents d'exécution. La précision, il n'y a pas davantage de précision qui est donnée quant à l'argument, et donc je le cite, puisqu'il existe, et je vous laisse apprécier. On pourra éventuellement en discuter à l'interruption ou à la fin du cours si ce sujet d'aventure vous passionnait. Mais alors, il y a une autre question qui va se poser, qui est la question de savoir ce qui se passe en cas de faillite de la société. Alors, nous savons qu'il y a l'article 530 du Code des sociétés qui permet aux créanciers individuellement ou aux curateurs de mettre en cause la responsabilité des administrateurs lorsqu'il est démontré que ceux-ci ont commis non pas une simple faute, mais une faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite. C'est donc un régime particulier et dérogatoire au droit commun qui n'épuise pas toutes les questions. Qu'est-ce qui se passe si la faute n'est pas grave et caractérisée? La faute simple permet une action en responsabilité. Alors, à supposer que tous les obstacles que je viens de dénoncer puissent être franchis, est-ce qu'une action en responsabilité est concevable dans le cadre d'une faillite, sans avoir à démontrer en particulier que le dommage dû ou des créanciers ne se confond pas avec la privation des avantages qu'ils s'attendaient à retirer de leur contrat?
Est-ce que la faillite purge en quelque sorte la question de cet élément? Est-ce que la faillite abolit le système de quasi-immunité d'exécution qui s'applique aux organes par assimilation de ceux-ci à des préposés et aux agents d'exécution? Sachant que, dans le cadre d'une faillite, puisqu'on est en dehors de l'article 530 et de l'action en complément de passif, c'est normalement le curateur, et lui seul, qui peut agir en responsabilité contre les administrateurs. Un banquier, un fournisseur, un autre créancier ne peuvent plus agir individuellement contre le failli. C'est le principe de la suspension des poursuites individuelles qui l'implique, bien connu. Et la Cour de cassation a consacré aussi le principe suivant lequel le curateur dispose à cet égard d'un monopole, s'agissant des actions en responsabilité, pour autant que le préjudice soit collectif, c'est-à-dire qu'il soit de la même nature pour tous les créanciers. Et il est de la même nature, le plus souvent, puisque le préjudice consiste à ne pas avoir été payé en raison d'une diminution des actifs ou d'une augmentation du passif consécutive à la poursuite de l'activité déficitaire. Bon, il y a eu des questions, des controverses sur la question de savoir si le préjudice doit aussi être subi dans les mêmes proportions par tous. Mais la question est résolue par l'affirmative. Enfin, en l'occurrence, par la négative, ce qui veut dire que la condition de proportionnalité n'est pas exigée. Est-ce que ce préjudice collectif change de nature? Est-ce qu'il est d'une autre nature que la somme ou que les préjudices de l'ensemble des créanciers, qui le composent en quelque sorte? Là, il y a une controverse très intéressante sur le plan des concepts juridiques. La notion de préjudice collectif, elle a été conçue pour quoi? Elle a été conçue par la jurisprudence pour justifier le monopole du curateur. C'est donc une notion, à l'origine, purement processuelle. Il ne s'agissait pas, à l'origine, de s'interroger sur les conditions suivant lesquelles l'action en responsabilité peut être mise en œuvre au regard des règles applicables en matière de responsabilité. Je répète, il s'agissait seulement de priver les créanciers individuellement de la possibilité d'agir contre le failli ou les administrateurs du failli et de réserver l'action au curateur pour des motifs évidents de coordination et de simplicité. Conséquence, le préjudice collectif n'a pas d'autre fonction et donc le curateur ne peut agir contre les administrateurs que dans des conditions semblables à celles qui se seraient imposées aux victimes des dommages composant ce préjudice collectif. Donc le curateur ne peut pas plus demander réparation d'un préjudice consistant dans la privation des avantages que les créanciers s'attendaient à retirer des contrats conclus avec le failli. Ça me paraît assez logique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît assez logique, puisque la notion de préjudice collectif, je le répète, est purement processuelle. Ouais. On a hésité, et puis il faut bien reconnaître que la tendance de la jurisprudence de la Cour de cassation est orientée dans un autre sens. Et qu'on est en train de donner à la notion de préjudice collectif un autre contenu. Et que dans plusieurs conclusions, plusieurs écrits d'avocats généraux à la Cour de cassation précédant des arrêts de la Cour, on voit poindre l'idée que le préjudice collectif est d'une autre nature que les préjudices individuels qui le composent et que donc le curateur peut agir sans avoir respecté les conditions du droit de la responsabilité qui se seraient imposées aux créanciers agissant individuellement. C'est évidemment une position qui peut s'expliquer du point de vue de la politique jurisprudentielle. On veut permettre la réparation du préjudice, on veut permettre au curateur de recomposer la masse autant qu'il est possible et de pouvoir distribuer un dividende aussi élevé que possible aux différents créanciers. Voilà pour ce qui concerne l'état du droit positif belge en matière de responsabilité des dirigeants d'entreprise. Quelles sont alors les perspectives d'avenir? Je terminerai cette première heure par là. Enfin, c'est plus qu'une première heure, mais enfin, disons que c'est une heure notionnelle ou conceptuelle. Et donc, quelles sont les perspectives d'avenir? Elles ne sont pas très claires en vérité.
évidemment, la Commission européenne s'est saisie du sujet, notamment sous l'angle du concept de wrongful trading. Qu'est-ce que c'est que le wrongful trading? Ce n'est rien d'autre que la poursuite d'une activité déficitaire. Et il y a, vous le savez, un rapport Winter, rapport résultant des travaux d'un groupe d'experts de haut niveau, comme on les appelle habituellement quand on les désigne au niveau de la Commission européenne, qui s'est penché sur la question et qui a suggéré qu'on réfléchisse en vue d'une harmonisation des conditions suivant lesquelles le wrongful trading pourrait être sanctionné dans tous les pays de l'Union. Et la Commission, sur la base du rapport Winter, a lancé une consultation qui a ramené un certain nombre de réponses. Et les réponses étaient mitigées, puisque, en définitive, la consultation de 2006 se termine par le fait que la majorité des personnes interrogées s'opposent à l'initiative européenne. Elles n'y voient pas vraiment l'intérêt. Qu'à cela ne tienne, on va quand même continuer à réfléchir. On a demandé une étude qui vient d'être produite, enfin qui a été produite en avril 2013 par la London School of Economics, qui ne conclut à rien d'autre d'ailleurs qu'un état des lieux du droit européen. Et donc la question reste posée de manière vierge de tout a priori sur le plan du droit comparé. La question reste posée sur le plan de l'opportunité. Faut-il ou non restreindre ou favoriser la possibilité d'agir contre les dirigeants d'entreprise, notamment pour wrongful trading? Et là, il y a finalement trois grandes options. La première option, c'est d'en revenir à la théorie française de l'absorption. C'est l'application pure et dure de la théorie de l'organe, préconisée en droit belge par Valéry Simonard dans une note qui faisait suite à l'arrêt de 2001. Mais vous pouvez reconnaître, ça ne va pas vraiment dans le sens du vent. Deuxième option, le droit commun de la responsabilité. C'est le système belge, mais nous en avons vu la complexité et l'insécurité à laquelle cette complexité conduit, révélée en particulier par ces oscillations de la jurisprudence de la Cour de cassation. Et puis il y a une troisième voie qui me paraît intéressante, en tout cas sur le plan de la discussion, et qui justifie d'ailleurs le sous-titre de cette leçon, droit spécial ou droit commun. Et cette troisième voie, elle consiste à se demander si finalement le régime de la responsabilité des dirigeants d'entreprise n'a pas de fait conquis une telle spécificité qu'il se justifierait de le soustraire au droit commun de la responsabilité. Et d'autres vont plus loin en disant plus spécifiquement à propos de la poursuite d'une activité déficitaire que le régime de cette responsabilité devrait désormais relever non plus du droit commun ni d'ailleurs du droit des sociétés, mais du droit de l'insolvabilité, qui est plus large que le droit de la faillite. Et donc, aujourd'hui, il y a une discussion sur cette spécialisation possible de la responsabilité des administrateurs, une discussion qui est aussi alimentée par les difficultés que l'on rencontre lorsqu'on veut laisser ce régime dans la sphère du droit commun. Je n'ai pas besoin de revenir sur mon exposé concernant la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique. Une discussion qui est aussi alimentée par le fait que les cas spéciaux de responsabilité, au-delà même du wrongful trading, se multiplient en droit belge, mais aussi en droit comparé. L'étude de la London School of Economics le démontre. Et donc, on peut aujourd'hui se poser la question dans des termes, comment dirais-je, ouverts, et on peut aussi d'ailleurs suggérer une solution de compromis qui consisterait à considérer que les cas de responsabilité feraient l'objet de dispositifs spécialisés, mais que, faute pour ces dispositifs de prévoir d'autres conditions, la théorie du lien de causalité et la théorie du dommage resteraient quant à elles dans la sphère du droit commun de la responsabilité. Enfin, nous sommes dans le domaine d'un débat d'opportunité, donc toutes les options sont possibles. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est plus tabou aujourd'hui d'envisager qu'on puisse penser, à spécialiser le régime de responsabilité des administrateurs en matière de wrongful trading spécifiquement, mais aussi plus généralement en dehors de cette hypothèse. Voilà. Ce droit de la responsabilité s'articule avec d'autres recours possibles que j'ai détaillés dans les slides. Je pense que même l'heure notionnelle est trop largement dépassée
pour que je les développe ici. On va donc s'arrêter là 5 minutes, ce qui me permettra de vous parler de la deuxième partie, à mon avis, plus palpitante.